Et maintenant, nous allons accueillir Santiago Espinosa. Il est docteur et agrégé de philosophie. Après avoir fait des études d'anthropologie et de philosophie au Mexique, en Espagne et en France, il enseigne la philosophie dans le secondaire, ainsi qu'à la faculté libre de philosophie à Paris. Il a travaillé en parallèle pendant plusieurs années en collaboration avec un philosophe français récemment décédé, Clément Rosset, un philosophe du réel, de l'unique, selon moi un philosophe désanthropocentré. Et c'est à partir d'un de ses livres de jeunesse, dans les livres de jeunesse de Rosset, L'Antinature, que Santiago me fait l'amitié de jouer un peu le rôle difficile de mauvais génie de ce colloque, en nous parlant du problème du caractère hautement moralisateur de la pensée naturaliste. Bonjour à tous. Je voudrais remercier évidemment tout d'abord Thomas Lévy-Lane pour cette invitation et la Villa Médicis, toutes les personnes qui ont rendu possible cet accueil absolument merveilleux dans ce lieu magique. Alors le texte que je vais lire a été écrit par Thomas Lévy-Lane en fait. Non, il m'a demandé effectivement de mettre un peu de piment dans cette discussion passionnante. Comme quelqu'un a essayé de boycotter ma présentation, on a mis trop de vin dans ma table, et donc je vais essayer de lire un peu clairement, mais je ne vous promets rien. Alors, ma présentation s'appelle La paire de la nature, réalité ou illusion. Nous vivons dans une époque de confusion généralisée. Je ne sais pas depuis quand, ni pour combien de temps encore. Je suis en revanche sûr que la pensée, ou plutôt l'opinion vague et imprécise qui envahit nos écrans et nos kiosques aujourd'hui, est sans précédent, du moins à l'échelle globale qui caractérise son ampleur et ses effets. Je pense que cette confusion, dont je me garderai ici de chercher à élucider les causes ou les sources, porte préjudice à un certain nombre de propos qui, objectivement, entre guillemets cette fois-ci, mériterait évidemment d'être entendu. C'est le cas du propos qui occupe, ne serait-ce qu'en partie, ce symposium. En effet, il me semble que des discours très différents se sont mêlés autour d'un problème réel, disons à la limite d'un fait, le réchauffement actuel de la planète, lié très probablement, disons scientifiquement prouvé, à une partie de l'activité de l'homme de l'ère industrielle. Il ne s'agit pas ici de contester un fait ou de donner tort à l'observation, ce qui serait naturellement absurde. Il s'agit plutôt de montrer que ce fait qui concerne la vie sur la Terre est fréquemment utilisé, je serais même tenté de dire instrumentalisé, comme moyen pour légitimer nombre d'idéologies qui n'ont objectivement et froidement parlant aucun rapport avec lui. Ce fait est ainsi devenu une sorte de joker, réputé prouver la justesse par les faits, justement, de l'orientation de tel ou tel discours, souvent politique, dont la vérité supposée est par essence indémontrable. Tout se passe comme si les transformations climatiques de notre planète et l'objet venaient à confirmer scientifiquement le contenu d'une idéologie particulière, idéologie qui, à l'origine, ne portait paradoxalement pas du tout sur les problèmes liés au climat. Et encore, comme si ces mêmes transformations légitimaient un discours moralisateur selon lequel l'homme, non plus en général, ce qui fut jadis affirmé, mais un certain type d'homme, que vise justement le propos politique, s'en était avéré coupable. On a entendu le mot plusieurs fois. L'appel récurrent à la notion de nature, laquelle semble s'être emparée de tout discours concernant l'environnement et le réchauffement climatique, est symptomatique à la fois du caractère idéologique et plus proprement moralisant du discours et de la confusion à laquelle je faisais allusion il y a un instant. Alors avant de continuer mon propos, je dirais que j'étais plutôt... il y a beaucoup de points en commun que je partage avec ma collègue qui vient de faire un exposé, et il s'agira ici plutôt de préciser un terme, le terme de nature, qui me semble vraiment très confus, comme je vais le montrer. Alors, qu'entendons-nous, si toutefois on entend par là vraiment quelque chose, par la notion de nature? La question paraîtra absurde au premier abord. Tout le monde semble avoir, comme d'instinct, par une sorte de bon sens ou de connaissance innée, ou du moins évidente, ce qu'est la nature. Certes, mais encore, comment la définissons-nous? Est-ce un objet? Sont certains objets, lesquels?
Ou encore, est-ce l'ensemble des objets? Est-ce la réalité tout court, c'est-à-dire tout ce qui existe? Ou bien une partie de la réalité? Laquelle? Où commence-t-elle? Où se termine-t-elle? Ou encore, la nature occupe-t-elle la seule planète Terre? Ou bien se trouve-t-elle aussi dans l'univers? Et où exactement? Et si jamais on venait à affirmer que la nature est quelque chose, ce qui n'est pas le cas pour le moment, encore faudrait-il dire quoi? Est-ce une force? Est-ce un principe? Est-ce un ensemble de lois? Les lois naturelles, les lois de la physique? Personne n'a jamais répondu à ces questions, et jamais personne ne le fera, à mon avis, et ce pour cette simple raison qu'il n'y a pas de réponse possible, dans la mesure où la nature, à bien l'analyser, n'est aucune chose, ce n'est strictement rien. Rien qu'un mot vide de sens, quoique rempli de connotations bien souvent parfaitement contradictoires. Tout ce que l'on sait de la nature, c'est que l'homme l'a pervertie, qu'il perturbe l'ordre de la nature, qu'il contrevient au cours naturel des choses, qu'il transgresse la régulation naturelle, bien qu'on ne nous dise jamais quel est cet ordre, comment on en vient à le reconnaître, quelles sont les lois, comment on les mesure par exemple, ou les normes que cet ordre stipule prétendument. Peu importe au fond, puisqu'il s'agit plutôt de dire que l'homme est passé de naturel et innocent qu'il était à un stade antinaturel, artificiel, coupable, qu'il s'est dénaturalisé, et par là, et pour le dire dans toutes ses lettres, qu'il est devenu mauvais. Alors que la nature l'avait fait bon, naturellement, comme nous le rappelle le bon Jean-Jacques, pourquoi la nature aurait-elle fait quelque chose de mauvais ou de méchant? À quoi reconnaît-on cette perversion contre nature? Depuis l'Antiquité, les cyniques, puis Pline l'Ancien, trouvaient dans les phénomènes naturels, entre guillemets, et à chaque fois que je dirais nature, ça sera entre guillemets, de nombreux indices signalant l'indignation de la nature elle-même vis-à-vis de l'activité humaine. Ainsi, les tremblements de terre étaient, selon l'histoire naturelle de Pline, réputés être des rappels à l'ordre de la part de notre mère sacrée, outrée par les galeries souterraines que les Romains creusaient déjà alors. Au XVIIIe siècle, Rousseau reprendra le sujet tel quel pour montrer que l'homme, de par son orgueil, son amour-propre, par où il fait entendre ses vices moraux, a corrompu l'ordre naturel, présumé bon des choses, ce qui, en ce qui concerne sa propre nature, la nature humaine, dont on ne sait d'ailleurs pas en quoi elle consiste, elle non plus, le condamne à se perdre. Il n'y a pas de marche à faire en arrière. Mais aussi en ce qui concerne la nature tout court, la nature non humaine, celle dont parlait tout à l'heure Virginie, dont on ne sait toujours pas ce qu'elle est en dehors du fait qu'elle était bonne et ne l'est plus. Elle a été tellement modifiée qu'elle est en train de disparaître, qu'elle agonise, comme on dit aujourd'hui. Bref, tout va qu'à paupières. Les naturistes des années 60, de 1960, ne pensaient pas autre chose. Le retour à la nature oubliée impliquait le rejet de la culture, à commencer par les vêtements, premier artifice et preuve de la chute irréversible, le péché capital, comme en témoigne le récit de la Genèse où Adam et Ève couvrent leur corps pour la première fois. La culture représente l'éloignement de la nature, paradisiaque et heureuse, et s'accompagne de l'idée de péché. Et les révolutionnaires de l'époque ne cherchaient pas autre chose, eux non plus, que les retrouvailles avec la nature disparue, que la société de consommation ou le système capitaliste avait fini par masquer tout à fait avec l'aide des méchants policiers et militaires. Le fantasme idéologique des années 1970, tel qu'il nous est rapporté par l'un des témoins de l'époque, que citait Thomas à l'instant, pouvait se résumer ainsi, on se souviendra de cette cantilène, si la nature était libre d'agir, tous les hommes seraient heureux, tous les enfants intelligents, tous les amants comblés, mais la police veille. On saisit alors le caractère paradoxal de ces propos, et cela est essentiel ici. En fait, la liberté et la joie naturelle, en même temps et dans la même mesure qu'on regrette tristement et déplore amèrement que la culture nous les ait ravis. Il me semble que le discours actuel qui invite à sauver la planète s'en rapproche à maints égards. Mais encore une fois, demandons ne serait-ce qu'une définition de la notion de nature. Clément Rosset a fait une belle étude bien fournie qui s'appelle « L'antinature », 1973, dont je suis en train de m'inspirer, et dans laquelle il explicite le caractère foncièrement impensé, je veux dire radicalement non pensé, du concept de nature. Non qu'il s'agisse là d'un concept mal choisi,
qui désignerait tant mal que bien quelque chose, et dont la définition serait un peu maladroite ou ambiguë, mais plutôt il montre qu'il s'agit plutôt d'un pseudo-concept, c'est-à-dire d'un mot qui ne désigne aucune chose, aucune réalité, fût-ce imaginaire. Auquel cas, s'il était imaginaire, elle désignerait au moins quelque chose de pensé, bien qu'inexistant. Non, le concept ne désigne rien, ni une chose existante, ni même pensée, c'est-à-dire un être de raison, ou imaginé. Spinoza a appelé ce genre de concept vide de signification flatus vocis, de l'air. Il suffit en effet de jeter un regard sur les prétendues réalités, entre guillemets, que ce pseudo-concept entend désigner. Chez Aristote, la physis, devenue la physique, est l'entité qui octroie la faculté de se mouvoir à certaines formes sublunaires, entendez terrestres. Elle est aussi ce qui fait les choses en vue du meilleur, c'est-à-dire la finalité. Ce qui rend compte de toute chose en fournissant une signification, une raison d'être. La nature imagine le meilleur des mondes possibles, en fait. Chez Épicure, la nature serait l'objet véritable du désir de l'homme, susceptible désormais de produire du plaisir, le désir pouvant être aussi non naturel, donc non assouvissable, mauvais. Chez les stoïciens, la nature n'est pas la totalité des objets du monde, mais certains d'entre eux, ceux doués de vie probablement par opposition aux objets inertes. Donc il y a des objets naturels et des objets non naturels dans le monde. Mais elle est plus largement ce qui les lie ensemble, ce qui fait qu'il y a un monde, entre guillemets, c'est-à-dire un ordre, et non seulement des objets isolés, singuliers et insolites. En d'autres termes, ce qui pourvoit à l'existence une certaine harmonie. Chez les cyniques, chez Pline l'Ancien, chez Rousseau, les véritables idéologues naturalistes, la nature se définit plutôt négativement, si toutefois on accepte qu'une définition négative est encore une définition. La nature est ce qui se perd. Voilà la vraie définition de la nature. Et ces derniers sont les véritables idéologues parce que c'est chez eux que le caractère vague, imprécis, non pensé du concept voit le jour pleinement. La nature n'est pas quelque chose, une réalité, mais elle est plutôt ce que cette réalité-ci, la nôtre, présente, actuelle et effective, a évacué, remplacé, détruit. Elle est une autre réalité qu'on ne parvient plus à voir ni à vivre, puisque notre réalité présente en occupe fâcheusement la place. Ainsi, chez Rousseau, l'état social des hommes, état vicieux, occupe la place de l'état naturel, état vertueux, qui leur était prévu naturellement, donc originellement, et qu'ils ont inopinément quitté ou plutôt abîmé. Ainsi, chez les cyniques, l'artifice social est réputé avoir voilé l'essence de l'homme, ce qui l'a rendu à jamais malheureux. Bon, vous vous rappelez Diogène, disons à Alexandre le Grand, qui lui propose n'importe quoi, de se déplacer parce qu'il lui couvre le soleil, et ensuite marcher dans les rues d'Athènes en cherchant un homme qu'il ne trouve pas puisqu'ils sont tous habillés, ou se masturbant au coin de rue, ce que rompt avec la culture vicieuse. Et on pourrait à la vérité en dire autant de toutes les occurrences du terme, de tous ces avatars. Il suffit de piocher dans notre grammaire quotidienne pour nous apercevoir que le fameux concept veut tout et rien dire, une chose et son contraire. Je me souviens d'un jour où, en attendant à mon tour dans une boulangerie, j'entendis la vendeuse demander à une fille qui avait pris une formule déjeuner si elle voulait un coca nature. Le lendemain, très surpris, j'ai posé la question à mes élèves, lesquels hésitèrent un bon moment entre le coca vert, j'ignorais qu'il y eut un coca vert, le coca life, avant de se rabattre à peu près unanimement sur le coca rouge. Autrement dit, entre un artifice écologique, vert, un artifice soi-disant vivant, coca life, et un artifice d'origine, c'est-à-dire rouge. Quelquefois, le mot veut simplement dire sans ajout, tel des pâtes nature, ce qui ne veut pas dire que les pâtes poussent dans les arbres. Il y a 3 semaines, on était au Mexique avec ma femme, après 10 ans de ne pas y avoir mis les pieds, et on m'a proposé des enchiladas nature. Alors,
j'ai demandé ce que ça voulait dire, et on m'a dit que nature, ça voulait dire sans laitue. Bon. Quelques autres fois, le mot veut dire ordre. Certains esprits qui cachent mal leur religiosité ont même cru trouver un droit naturel. On attend encore les normes et la Constitution. Le XVIIIe siècle changea simplement le nom de Dieu ou de providence pour celui de nature. Et la physique, la physis moderne, cherche encore des lois naturelles ou des lois physiques, comme si l'univers entier n'était en somme qu'un ensemble de phénomènes obéissant à une espèce de constitution juridique le précédant, par où il apparaît qu'avant l'univers, il y avait un législateur et que la science, quoi qu'elle en dise ou prétende, ne peut se défaire d'un tréfonds religieux ou mystique. Seulement le concept ainsi vaguement conçu, ce n'est pas Dieu qui ordonne, mais la nature, ne rend compte d'aucune réalité observable, constatable, puisque ce que l'on observe, ce ne sont que des phénomènes ou des répétitions d'événements, jamais des lois, jamais un ordre. La nature n'est donc pas même une hypothèse, mais une pétition de principe. La science cherche des lois physiques, donc, conclut-elle, il y a des lois physiques. Mais alors, si ce terme n'a jamais voulu dire quoi que ce soit, pourquoi n'a-t-il jamais quitté notre imaginaire, ou du moins nos plaintes ? Il était imprécis de naissance. Il est devenu la confusion même. La thèse de Rosset est forte, c'est un pseudo-concept, comme tout pseudo-concept ou pseudo-idée, qui véhicule une croyance. Il en était question hier, au sens freudien du terme, c'est-à-dire non une erreur, mais une illusion, liée de ce fait à un désir, ce qui explique son caractère à jamais indéracinable. Et on peut changer d'avis lorsqu'on s'aperçoit qu'on était dans l'erreur, si toutefois celle-ci n'était pas chargée affectivement. On ne peut en revanche jamais démordre d'une illusion dans la mesure où elle exprime une affectivité déterminée, un désir inextirpable. Bon, je vais vous rappeler le texte de Freud, L'avenir d'une illusion. C'est ainsi que fonctionnent les religions, comme on le sait très bien. C'est pourquoi la notion de nature, tout comme les dieux de la religion, des religions, rend possible un discours moralisateur. L'homme pêche, il est coupable, il désobéit aux lois, il se perd ainsi lui-même. En un mot, l'homme est l'artifice de son propre malheur. S'il avait suivi les normes naturelles ou divines, il fût resté heureux. Mais voilà, il a librement et délibérément quitté son état naturel. Il s'est perdu. L'existence avait un sens, et voilà le véritable personnage qui se cache derrière le concept de nature, le véritable objet de croyance, ou plutôt de désir. Le monde avait un sens. Mais il n'est plus à présent. C'est là précisément que le concept de nature trouve sa raison d'être. Et je pense que c'est en ce sens que le mot est utilisé aujourd'hui dans les discours anxiogènes et angoissés qui polluent le monde presque tout autant que les bouteilles plastiques jetées dans la mer. La nature était un environnement propice à la vie de l'homme que l'homme a fini par détruire. La nature avait prévu pour l'homme un monde, entre guillemets, un chez-soi, et l'homme, par son avidité et son égoïsme, s'en est rendu étranger. Ainsi, l'homme n'est pas chez lui, certes, mais il l'était. L'homme a donc détourné le sens de son existence, et c'est pourquoi aujourd'hui elle semble absurde. Vous vous rappelez la nausée de Sartre. L'existence avait un sens, elle ne l'a plus. Ou encore, l'homme pouvait être heureux, il lui suffit de vivre en accord avec la nature, comme le disaient les stoïciens ou les épicuriens, à présent il ne peut plus l'être. En d'autres termes, selon toujours Rosset, le pseudo-concept de nature joue un rôle idéologique et parfois démagogique, extrêmement efficace psychologiquement. Son but est de donner raison, et j'accentue ce que je vais dire, à un refus préalable de l'existence telle qu'elle se présente. Dans son actualité, dans son insignifiance, dans son caractère hasardeux, dans son caractère fragile et instable. C'est ça l'existence et c'est cela qu'on refuse. Empédocle d'Agrigente, donc un philosophe qu'on appelle présocratique, avait déjà fourni une critique de l'anthropomorphisme qui voit de l'ordre là où il n'y a que hasard. Je cite Empédocle, « Il n'y a de nature pour aucune des choses mortelles, ni aucune fin pour la mort funeste, mais seulement mélange et dissociation des mélanges que les hommes ont appelés nature. »
Merci Thomas pour cette citation que tu m'as rappelée. Où en étais-je ? La nature est censée faire voir ce cadre où l'existence n'était pas insignifiante. Ce cadre était malheureusement trop fragile, il pouvait être détérioré. Il n'y a pas de planète B, comme on nous le dit aujourd'hui. Nous sommes donc face à un concept réactif qui se réduit à cette idée. C'était mieux avant. C'est-à-dire quand l'homme était naturel, avant que l'homme fût homme, si l'on en croit Rousseau. C'est pourquoi le second discours de ce dernier, où il décrit l'état idyllique de l'homme vivant dans la nature, fait le portrait non des hommes, mais des animaux. Le passé qui était bien et qui n'est plus avait un sens, un ordre, une harmonie. L'homme les a désamorcés. Pour le dire en un mot, le concept de nature sert à contester la réalité, à rendre coupables certains hommes de l'état inacceptable de la réalité actuelle, à justifier moralement le refus qu'on lui oppose. Mais ce n'est pas à vrai dire qu'on conteste la réalité du fait de son état actuel. À bien l'analyser, l'ordre chronologique de ce refus, je n'accepte pas la réalité, apparaît plutôt inversé. L'on conteste d'emblée la réalité, quel que puisse être son état, pour ensuite trouver dans la prétendue dépravation de la nature la légitimation de ce refus premier. J'avais bien raison de réprouver le réel, les faits montrent qu'il est réellement, et non seulement pour moi, intolérable. L'état naturel des choses est donc cette espèce d'état idéal qu'on eût accepté et approuvé volontiers, mais qui n'existe plus. Le contestataire se prémunit ainsi d'une réalité autre, comme pour montrer que sa non-acceptation n'est pas totale, que ce n'est pas le réel tout court qui lui provoque une allergie. Vous vous rappelez peut-être cet aphorisme de Sioran qui dit « le réel me donne de l'asthme ». Une allergie, mais seulement le réel actuel, l'existence dans son état présent. C'est donc le réel qui a tort d'être comme il est, bien que cela soit dû à la faute des hommes, et non pas moi qui ne trouve pas en lui mon objet de désir. Voilà ce à quoi font penser les discours atterrés que nous assènent à chaque coin de rue. On a même trouvé de nouvelles maladies. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, l'éco-stress par exemple, ou la solastalgie, qui vient de solas, réconfort, confort, et algie, douleur. On a mal d'avoir perdu le confort de la vie sur Terre. Car avant, nous étions à l'aise. Mots contemporains qui ont déjà trouvé les sciences capables de les traiter, comme par exemple l'écopsychologie ou l'écothérapie, par exemple, qui vous propose des balades en nature pour vous soigner. La philosophie elle-même semble ne plus s'occuper du réel, c'est-à-dire ce qui existe au présent, le présent, mais ce qui n'existe plus, le passé. Et les conforter d'ailleurs par la science, car si on a pu dire des cyniques de Pline ou de Rousseau qu'ils ne savaient pas ce qu'ils disaient, on dira aujourd'hui que la science a fini par révéler l'existence de la nature, elle montre qu'on la dérègle vraiment et pour de bon. Que notre monde est fini, que notre espèce court à sa perte. Or, si à présent nous courons à notre perte, cela signifie qu'avant on courait dans le sens de la nature, ou plutôt que nous nous laissions guider par elle. Il faudrait néanmoins se demander quelle est au juste l'époque que désigne cet avant, puisque de toute évidence, certains idéologues de l'Antiquité trouvaient qu'elle était déjà alors depuis longtemps révolue. Mais assez de critiques. L'analyse de la pseudo-idée de nature est de fait un élément que l'on trouve dans la pensée occidentale depuis sa naissance. Après Empédocle et avant Nietzsche, les sophistes, qui pâtissent encore dans nos universités d'une forte mauvaise réputation, l'avaient déjà mené à bon terme. Ils cherchaient à rendre la vie humaine innocente d'une prétendue atteinte à un ordre naturel n'ayant jamais existé. Certains philosophes du XVIe et du XVIIe siècle, Montaigne, Pascal, comme Hume au XVIIIe siècle, pointèrent du doigt bien des incongruités à son égard. Plus près de nous, Nietzsche et Rosset tracèrent l'histoire de cette superstition, et c'est chez eux, et en partie grâce à Freud, que l'on peut comprendre pourquoi les hommes ne renoncent jamais à renouveler ces discours angoissés. Et là, on retrouve ce mot angoisse dont on parlait hier, on a peur d'aucun objet, puisque le concept de nature n'est rien. Le concept de nature sert toujours de subterfuge lorsqu'on cherche à se légitimer dans la non-acceptation de la réalité. Entendez,
Qu'est-ce que j'entends par réalité? Une réalité qui échappe à toute pensée et fait craquer tous les cadres qu'on prétendrait lui imposer. Bon, Clément Rosset l'appelle artifice, mais c'est un peu compliqué d'expliquer maintenant pourquoi. Et c'est au sein de ce même discours, et ce, au sein même du discours philosophique. Alors, de ce point de vue, je voudrais vous faire une sorte de typologie des philosophes, très brève. Il existe, comme vous le savez, plusieurs types de philosophes, dont le naturaliste est une variante un peu étonnante. L'optimiste, par exemple, est ce penseur qui estime que tout va bien, du fait d'une providence divine, par exemple, et pour qui la notion même de mal apparaît comme un contresens, ainsi chez Saint-Augustin ou Leibniz. Le bonheur est assuré pour celui qui comprend la fin, dans les deux sens du terme, de tout ce qui existe. Le pessimiste, en revanche, est celui qui considère que ce monde est le pire des mondes possibles. N'ayant justement aucune sorte de providence ou de divinité ou de nature qui rende compte de l'existence vide de sens et de finalité qui se présente dès lors comme absurde. Le bonheur apparaît alors comme l'illusion par excellence, ainsi chez Schopenhauer ou l'italien Leopardi. On remarquera que l'optimiste et le pessimiste ont quand même ce point en commun. Quand l'un dit c'est le meilleur des mondes possibles et l'autre dit c'est le pire des mondes possibles, de dire il n'y a que ce monde. Le seul monde possible, c'est celui qui est. Le nihiliste, version radicale de pessimiste et cohérente avec lui, considère pour sa part que l'existence n'a aucun sens et par conséquent qu'elle n'a aucune valeur. Peu lui chaud que le monde aille dans telle ou telle direction, cela revient de toute manière au même, rien ne vaut rien. Il existe encore deux types de philosophes. D'une part, celui qui, depuis Nietzsche, on peut appeler tragique, qui affirme l'existence telle qu'elle se présente, mais non point comme l'homme de foi en fermant les yeux devant tout ce qui pourrait décevoir ses expectatives et ses désirs, se recommandant de l'idée de nature ou d'un Dieu, mais au contraire en pleine conscience, en tout état de cause, lucide vis-à-vis du caractère problématique, du fait de son insignifiance, de l'existence. Je veux dire une existence qui n'est pas faite pour l'homme. Et là, je pense que sur ce point, en tout cas, on est d'accord, bien d'entre nous, bien que je regarde déjà des menaces dans vos yeux. C'est-à-dire une existence qui n'est pas un monde, entre guillemets, une existence où on n'est pas chez soi, pas plus aujourd'hui qu'à un autre moment, passé ou à venir. Il a accès à une joie tragique dans la mesure où il sait que le réel ne s'accordera jamais à son désir de sens, son désir de finalité, et cependant il refuse d'en détourner le regard et y trouve son objet de désir. Enfin, variante tiède et me semble-t-il assez malhonnête de ce dernier, le philosophe naturaliste, lequel convient volontiers de l'aspect problématique, tragique de l'existence, mais n'en conclut pas moins que ce dernier n'est pas originel, qu'à l'origine l'existence était douée de sens, que l'homme se trouvait en accord avec son environnement, que ses désirs pouvaient trouver dans ce monde qui n'est plus un objet qui les satisfit, que l'homme pouvait en somme aspirer à un bonheur que l'existence actuelle, et seulement actuelle, lui refuse, qu'il aurait bien entendu approuver cette existence-là, bonne à tous égards, mais en définitive pas celle-ci. Chez ce dernier, contrairement à tous les autres, le réel n'est pas un, mais deux, celui qu'il est, celui qu'il n'est plus. Ce discours, dont on ne dira jamais assez qu'il n'a rien de nouveau, qu'il n'appartient même pas à notre époque anthropocène, ni même à ses enjeux climatiques, qu'il n'est pas le produit d'une observation quelconque, est un discours qui, de nos jours, adopte le même temps que jadis. Le monde où les hommes pouvaient être heureux n'est pas le nôtre. De Platon aux écophilosophes, on entend toujours la même chanson. L'être s'oppose au devoir être, quelqu'un l'a dit hier. L'autre être, celui qui n'est plus, était le bon. C'est pourquoi, lorsqu'on entend bon nombre des activistes cherchant à sauver la planète, on a le sentiment qu'ils cherchent plutôt à mettre à bas le monde tel que nous le connaissons. Là encore, c'est une constante philosophique que de considérer que la réalité telle qu'elle se présente est indigeste et intolérable. Le romantisme, là aussi on l'a retrouvé hier, a bien su rendre compte du caractère dramatique et insoluble d'une telle situation. Pessoa, je ne sais pas si on en a parlé hier, enfin, en tout cas le nom a été prononcé hier quelque part.
Pessoa l'écrivait mot pour mot dans son livre sur de l'intranquillité, plus ou moins ainsi. Le bonheur se trouvant toujours de l'autre côté de la rive dans laquelle nous nous trouvons, il suffira de traverser la rivière pour s'apercevoir que le bonheur reste obstinément de l'autre côté, et ainsi à l'infini. Mais l'idéologue naturaliste reste persuadé, ou cherche plutôt à persuader, qu'il est encore temps de faire les retrouvailles avec la nature, ou alors, lorsqu'il porte la casquette révolutionnaire, de la faire enfin advenir. Et c'est là, à mon avis, que toutes les cartes, et non seulement les cartes philosophiques, se brouillent de façon définitive. Car en effet, autre chose est tenir des propos philosophiquement indéfendables, car mal argumentés, mal conceptualisés, et dans le cas des notions de nature, même pas pensées, ce qui ne saurait provoquer de dégâts majeurs. Enfin bon, on a quand même dit, quand on coupait les têtes, quand Robespierre lisait une page du contrat social de Rousseau coupant des têtes, que c'était quand même la faute à Rousseau. Enfin, autre chose très différente consiste à tenir ces propos idéologiques et politiques pour démontrer scientifiquement. Ce qui, au vu de la propagation incendiaire de l'information aujourd'hui, produit des effets considérables. On l'a vu, des nouvelles maladies semblent commencer à présent à faire surface. Le temps de la pensée est révolu, nous dit-on, à présent, c'est au tour de l'action. Alors j'avais prévu de parler rapidement, non pas du climato-scepticisme, mais du scepticisme épistémologique, et montrer qu'une démonstration absolument probante qui établit une causalité entre un phénomène et un autre, notamment l'activité humaine et le réchauffement climatique, serait rigoureusement parlant impossible, mais je pense que je me ferai encore plus d'ennemis, donc je passe rapidement. Bref, pour en revenir à mon propos initial, il me semble que l'on fasse fausse route en mêlant des discours idéologiques, politiques, scientifiques et moralisateurs que toute époque a connus d'une manière ou d'une autre, lorsqu'on cherche à prendre en considération un fait, encore une fois indiscutable, et qu'on aurait sans doute raison de considérer comme s'il était dû à l'activité humaine, je suis d'accord, sans en faire alors un être moralement coupable, et à trouver des solutions possibles. Car le problème que l'on vise mériterait sans doute, pour n'être jeté d'entrée de jeu aux orties, comme le font des personnages qui pourraient faire quelque chose, tel M. Trump, un discours objectif et réaliste. Ce n'est évidemment pas moi qui serais à même de produire un tel discours, encore moins d'y trouver une solution quelconque. Je n'en ai ni les compétences ni les renseignements nécessaires. Cependant, je ne pense pas qu'un retour à un stade quelconque soit possible, ni même concevable, pas même un renoncement total à la technique, par exemple à la production nucléaire de l'énergie. On pourra considérer, avec raison, comme un propos ne vise qu'à en discréditer un autre. C'est un peu vrai. Oui, mais non pas le fait. On se demandera quelle en est l'utilité. Je répondrai ceci, qu'il est possible, si ce n'est probable, que si bon nombre de dirigeants du monde dont on souhaite qu'ils répondent par des actes réels en vue de trouver une solution au problème, du réchauffement climatique par exemple, si ces dirigeants n'écoutent pas le propos, ce n'est pas par simple bêtise, par obstination ou par méchanceté, ou parce qu'ils sont ennemis, ou du moins pas uniquement, mais c'est aussi parce qu'ils sont vraisemblablement allergiques aux autres propos, encore une fois, politiques ou idéologiques, qui lui font malencontreusement cortège. Si on se centrait sur le climat et sur les solutions réelles, car envisageables effectivement à échelle mondiale et non seulement régionale, puisque cela ne sert à pas grand-chose, sans pour autant prôner l'existence d'un autre monde, ou sans chercher à ruiner le système économique ou politique dans son entier, système bien rodé, quoique défectueux à certains égards, ou bien des égards, mais préférable pour certains du moins à un autre système inconnu et peut-être encore pire. On parlait hier de l'utopie comme destination, mais paradoxalement destination à laquelle il ne faudrait absolument pas arriver, puisque ça serait pire. Eh bien, j'irais quant à moi jusqu'à présumer qu'il serait somme toute bon d'évincer de la morale de la scène et d'analyser la chose à tête opposée. Je dirais donc pour terminer que tant que le discours écologique sera escorté par l'idéologie, qui trouve dans la notion de nature son pouvoir moralisateur et culpabilisant, il a peu de chances d'atteindre un objectif concret et durable. Et réciproquement, que plus il gagnera en objectivité, en neutralité affective du moins, peut-être pas objectivité, mais en neutralité affective, renonçant à signaler les coupables
et à générer des angoisses à toute échelle, plus il parviendra à retirer la cire des oreilles du public en général et surtout des individus susceptibles de faire quelque chose. Et j'ajouterai enfin ceci, qu'il y aura peut-être de quoi attirer en prime les oreilles des hommes joyeux, qui se prêtent peu ou prou à la tentation de l'indignation ou de la colère, que l'existence présente est bel et bien la seule qui soit, qu'il n'y a justement pas d'arrière-monde, qu'il n'y a pas de nature perdue ni à venir, et qu'au moins on cherchera un refuge, un autre monde, ou un monde complètement technicisé dans lequel nous nous sentons chez nous et confortables, à l'aise, plus nous serons à même d'en faire notre objet de désir et surtout de réjouissance. Je vous remercie pour votre patience. Merci Santiago. On va faire une pause de 20 minutes pour après entamer les discussions.